Bonjour à tous, bienvenue dans ce magnifique studio. C'est pas Val qui parle, mais il est là, vous inquiétez pas, à mes côtés. Chad également présent dans ce magnifique studio. On va faire le bilan de cette saison 2025 bien chargée. Saison 2025 ATP, je précise quand même. Bonjour messieurs, comment Bah ça va? salut les gars, ça va très bien. Je suis très content d'être là. Pour moi, ça représente beaucoup de choses, très clairement, parce que bah voilà, ça y est, la chaîne YouTube s'est lancée il y a un petit moment, mais il faut se rappeler d'où ça part. Et pour ceux qui sont pas au courant, bah ça part d'une création entre amis d'un podcast, tous les trois ensemble il y a une bonne année. Et franchement, finir cette année 2025 ensemble, c'est hyper important pour moi. Donc Guillaume, Shadi, bonjour à vous. Je suis très content d'être avec vous. Salut Valentin, merci pour l'invitation. C'est beau de voir que tu as cette mémoire et on est hyper fiers de toi, de tes contenus. On suit ça de près évidemment et on est ravis de pouvoir participer aujourd'hui. Dans un endroit magnifique, en plus, t'as pas fait les choses à moitié, Val. On va pouvoir parler tranquillement de cette saison. Mais avant de commencer, j'ai pas fait les choses à moitié. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Donc, si on peut lâcher juste un petit like. Pas encore. Pas encore, pas encore. Si on peut juste m'aider à lâcher un petit like parce que franchement, je vais manger des pâtes pendant un mois. Ça va être très compliqué. Donc, juste aidez-moi. Un petit soutien, c'est gratuit. Alors que moi, c'était pas gratuit. Mais voilà, on va s'amuser. Ça va être très sympa. Ouais, des likes, des abonnements, tout ce qu'il faut. Des commentaires aussi, n'hésitez pas à réagir tout au long de la vidéo. On va aborder plein de sujets aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il va y avoir une bonne petite annonce en fin de vidéo. Voilà, la saison, elle est terminée. Il y en a une autre qui va commencer d'ici peu. Ça va très vite, mais pendant ce temps-là, il y aura de quoi faire, de quoi regarder, de quoi apprendre. On n'en dit pas plus, Val. Tu nous en parleras en fin de vidéo. Et je pense qu'on peut commencer tout de suite. On va y Carrément. aller, on va attaquer. Allez, c'est parti. Et on va commencer donc par un bilan très, très global. Messieurs, je vais vous demander une note sur cette saison. Comment vous avez vécu cet exercice 2025. Voilà, une petite note rapidement et pourquoi. On commence par le verre à moitié vide. Je pense. Alors j'avoue que bon, on en a un peu discuté avant de faire l'émission. Je n'ai pas détesté la saison, mais j'ai du mal à mettre une note supérieure à la moyenne pour cette saison, pour des raisons qu'on va aborder ensemble. Mais effectivement, pour moi, il y a quand même deux catégories presque maintenant séparées. Il y a la catégorie du numéro 1 et numéro 2 mondiaux. Alcaraz et Sinner qui nous ont offert une saison exceptionnelle. Là-dessus, je pense on est tous d'accord. Maintenant, il y a aussi le deuxième championnat, celui des contenders, qui n'arrive pas du tout à se hisser à ce niveau-là, malheureusement. Et pour moi, ça donne une saison qui est magnifique d'un côté et nettement insuffisante de l'autre. Et pour ces raisons, si je fais un petit peu la moyenne de ces deux configurations, ça me donne un 5 sur 10, ni généreux, ni mérité. T'es dur. T'es dur. Moi, en fait, je pars du principe où quand on a deux monstres pareils qui sont capables de tout rafler, en fait, on peut pas minimiser ça. On va en parler après plus en détail, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Alcaraz et Sinner qui dominent, on va pas le répéter. Il y a Djokovic qui est encore là et qui fait du bien au tennis. On a eu un bon début de saison avec Gaël Monfils. Bah, personnellement, ça fait kiffer. On a Arthur Fils qui a montré des très bonnes choses aussi. On a eu des éclaircies. On a eu Musetti qui, revers à une main, montre que c'est encore capable de faire des bonnes choses au tennis. Voilà, on a eu des bonnes images. Mais à partir du moment où on a, pour moi, et je vais en reparler après dans la vidéo, sûrement, personnellement, mon match préféré dans l'histoire du tennis avec cette finale à Roland-Garros, déjà, tu gagnes des points. Une surdomination pareille, tu gagnes aussi des points. Et à partir de ce moment-là, moi, je mets 7 sur 10. J'ai hésité entre 6 et 7, on en avait parlé ensemble, mais il n'y avait pas de demi, et j'ai préféré voir le verre à moitié plein pour mettre 7 sur 10, parce que, en fait, s'ils n'étaient pas là, là, vraiment, on se ferait chier. Ce serait terriblement triste. Et je pars du principe que, voilà, avec toutes ces choses-là, Bublik aussi en fin de saison, Félix Auger-Aliassime, certains joueurs se sont montrés, mais ces deux-là, c'est des cas d'or. Et quand il y avait pareil avec Roger, Rafa et Djoko, on était les premiers à dire que c'était des bonnes saisons. Donc 7 sur 10 pour moi. 7 sur 10, 5 sur 10, c'est vrai que moi j'aurais mis plutôt un 6 aussi. Une saison moyenne, pas extraordinaire, sauvée par deux monstres et quelques coups d'éclat. À droite, à gauche. Ouais. Sinner, Alcaraz, pour moi, c'est vraiment
le tennis d'aujourd'hui, de demain. Et on va devoir compter beaucoup avec eux. Faut pas de blessure de ces deux monstres parce que c'est vrai qu'ils tiennent le circuit à bout de bras. Hâte de voir la suite parce que c'est vrai qu'il y a une énorme rivalité entre les deux désormais, déjà beaucoup d'affrontements. Hâte de voir la suite, ouais, tout simplement. Mais pour moi, c'est un 6/10, c'est pas non plus une saison de dingue. Mais en plus, quand on parle des deux monstres, en fait, on les suit plus par match interposé que véritablement lors de leurs affrontements. Parce que si tu prends leurs affrontements, on parle de quoi? On parle de 7-10 matchs maximum dans la saison, qui vont être 7-10 finales de la saison. C'est les moments clés, il n'y a pas de doute, hein, c'est les grands moments de la saison. Mais d'un autre côté, la saison ATP, c'est surtout le reste finalement. C'est tout ce que va t'offrir le reste du circuit. Ces deux joueurs, ils sont indéniablement exceptionnels. On va se brancher, on va regarder leurs matchs. Mais en fait, ça peut vite être l'arbre qui cache la forêt. Parce que le circuit ATP qu'on suit, et tu es le premier à le savoir, quand tu vas voir un tournoi vraiment, tu vas voir un tournoi où, en fait, c'est beaucoup les mecs entre 100 et 50 qui vont faire le show, au moins pendant un grand moment. Et puis après, effectivement, on laisse place aux joueurs de plus en plus haut dans le classement. Et moi, c'est là où j'ai un problème. C'est que moi, quand je regarde... Après, on va en parler et on reviendra surtout là-dessus, sur le top 10, qui pour moi est vraiment pas du tout au niveau et où il y a énormément de joueurs qui sont passés à côté cette saison. Pour moi, quand on prend tout le reste des joueurs qui sont censés être les patrons du circuit, t'en as un petit peu parlé avec Novak Djokovic, pour moi... Et c'est là où on est quand même assez distant. C'est que toi, tu vois la chose positivement. Novak Djokovic, toujours là à son âge, en train de faire de véritables prouesses en fin de saison. Il nous l'a encore montré qu'il est capable de jouer à un niveau exceptionnel. Moi, je le vois pas forcément positivement. Quand je vois que certains joueurs qui sont aujourd'hui installés, qui ont de l'expérience, qui ont plus cette espèce d'appréhension d'aller jouer Novak Djokovic, qui a toujours été cette espèce de monument, continuent de perdre contre lui, franchement, ça me fait un peu mal. En fait, je comprends. Mais à partir du moment où on va parler de plein de joueurs, mais là, on va se concentrer sur Sinner Alcaraz. Déjà, Djokovic, on ne peut pas minimiser. Quand on est en NBA, par exemple, avec le basket, on a des joueurs qui jouent aussi très tard. On a Stephen Curry, on a LeBron James. Ça choque personne. Pourquoi au tennis, Novak Djokovic, on parle tout le temps de son âge? En fait, le joueur, il est là. Bon, il fait son nombre de tournois dans l'année, c'est moins qu'avant, effectivement, on ne peut pas attendre les mêmes choses, mais en fait, il compense avec plein de qualités que d'autres joueurs, même dans la force de l'âge, n'auront jamais. Donc à partir de là, on ne peut pas l'enlever de l'équation. C'est impossible. Et ok, dans les tournois, comme tu dis, on va avoir des Sinner Alcaraz par intermittence, mais bon, c'est quand même incroyable dans un tournoi, quand il y a Sinner ou Alcaraz, de savoir que c'est l'un ou l'autre qui va gagner le tournoi. Et ça, moi, pour l'intérêt du circuit, je trouve ça exceptionnel. Et je pense que c'est important, après on va parler du top 10, de surtout pas vouloir un top 10 où tout le monde peut se battre. Par exemple, dans le circuit WTA, on en a parlé pendant très longtemps, et on avait dit justement, le problème de ce circuit WTA, c'est qu'il n'y avait pas de patronne à un moment. Et on se disait, en fait, tout le monde peut gagner un grand chelem. Ça n'a plus aucune valeur. Cette année, en Master 1000, le truc, c'est que Sinner a eu sa suspension, il gagne le dernier, Alcaraz en gagne 3, mais mine de rien, on a Mensik qui va gagner un 1000, on a Shelton qui gagne son 1000, on a Ruud qui gagne son 1000, on a Vachereau, on va en reparler plus tard dans la vidéo, qui gagne son 1000. Tout ça, c'est des belles histoires. Ça fait qu'on a Mensik pour la jeune génération, Shelton pareil, on a une épopée incroyable. Ça, pareil, ça fait gagner un point, juste le tournoi de Vachereau, ça fait gagner un point dans la note de la saison. Je pense que toutes ces choses-là, c'est important de le voir positivement et pas de s'arrêter sur certains joueurs qui ont flop, et on va en parler après. N'hésitez pas en tout cas à nous donner votre note de la saison dans les commentaires. Un 7 pour Val, un 5 pour Chad. On va passer au bilan du top 10 désormais, messieurs. Pour rappel, début de saison, le top 10, c'était Sinner, Zverev, Alcaraz, Fritz, Medvedev, qui a disparu. Ruud également, Djokovic était 7e, Rublev, Deminor et Dimitrov 10e, qui n'est plus là dans le top 10. Et pour terminer la saison, donc on a Alcaraz premier devant Yannick Sinner, Zverev toujours 3e, Djokovic qui remonte à la 4e place, Auger Aliassime qui refait son apparition dans ce top 10, Taylor Fritz, Alex Deminor, Lorenzo Musetti 8e, très belle fin de saison, Ben Shelton et Jack Draper 10e. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer sur ce top 10.
C'est une Chad. transition toute trouvée parce que t'en parlais, effectivement, il y a ces numéros 1 et 2 et il y a le reste, entre guillemets, de 3 à 10 et même on peut aller plus loin parce que c'est un peu interchangeable au-delà même de la 10e place. On sait qu'il y a des joueurs qui sont border et qui vont y rentrer sans doute la saison prochaine et d'autres qui vont en sortir. Mais moi, ce que je regrette, cela dit, c'est que en plus, t'en parlais en mentionnant le Big 3 de l'époque, c'est-à-dire Nadal, Djokovic et Federer. Ce que je regrette, c'est que les larrons du dessous ont tendance à déserter très 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 souvent, que ce soit les quarts de finale, les huitièmes de finale des grands tournois. Et ce que j'aimais dans cette configuration en 2000, entre 10 et 14 ou 15, c'est qu'on avait des joueurs qui, de manière continue, étaient au rendez-vous. Et on avait d'autres rivalités à suivre. On avait des Nishikori, des Joe-Wilfried Tsonga, des Marin Cilic, on avait des Stan Wawrinka, on avait des vrais joueurs qui étaient plus que juste ici à un moment, là à d'autres, des intermittents du spectacle. Moi, c'est ça que je reproche un petit peu plus au top 10, c'est qu'on a du mal à s'attacher à certains joueurs, parce que tout simplement, ils vont être là à un moment de l'année, peut-être sur une tournée, devrais-je dire plutôt, et d'autres à un autre moment. Et en fait, on n'a pas de stabilité. Ces joueurs-là prenaient quand même une douille, arrivaient à un moment face à Nadal, Federer ou Djokovic. Pas toujours. La plupart du temps, de toute façon, ça finissait toujours par coincer. Et là, ce qui est important, c'est qu'on a quand même des joueurs qui sont au rendez-vous. De Minaur continue de montrer que voilà, c'est un membre solide, du très très haut niveau, peu importe avec ses limites, mais il est là. Ben Shelton, qu'on le veuille ou non, en Grand Chelem, il se fait arrêter par Sinner ou Alcaraz. Après, il y a son abandon. Mais en fait, Zverev fait sa finale de Grand Chelem. Après, il a sa partie de saison qui est bien plus compliquée ensuite. Mais en fait, on a des joueurs, très sincèrement, on ne peut pas vouloir avoir des joueurs si proches de Sinner et Alcaraz parce qu'on touche la perfection. Et en fait, ce serait hyper inquiétant d'avoir justement des joueurs qui se rapprochent de Sinner et Alcaraz, parce que ça voudrait dire que ces deux joueurs-là, finalement, sont pas si forts. On ne peut pas espérer avoir tant de joueurs qui soient au top niveau. Donc en fait, les chahutés, ça voudrait surtout dire que le niveau du circuit est plus faible qu'on ne le pense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais à aucun moment, moi, j'imagine n'importe quel joueur chahuter ces deux-là. Pour moi, ces deux-là, ils sont hors catégorie. Je les mets sur une planète à part. Moi, ce dont je parle, c'est, comme tu l'avais très bien souligné, la déclaration de Dolgopolov, qui pour moi dit énormément de choses. Cette déclaration, elle est totalement véridique en ce qui concerne le top 10. Pour moi, le top 10 n'est plus ce qu'il était à un certain moment. C'est-à-dire que, certes, ces joueurs-là, comme tu le dis, prenaient très souvent des tarifs contre les meilleurs joueurs mondiaux, quoique certains arrivaient sur certains match-up à rivaliser grandement. Je pense à Joe-Wilfried Tsonga, à Stan Wawrinka, même à d'autres qui arrivaient à... Potro de temps en temps. Tout aussi. à fait. Tirer leur épingle du jeu, c'était quand même intéressant à suivre, même Thomas Berdych de temps en temps, ou d'autres Français, Gaël Monfils, etc. Mais ces mecs-là, quand ils se jouaient, déjà, ils étaient tous au rendez-vous, que ce soit 8e et quart. Très souvent, on avait les bons vieux matchs où quart de finale après quart de finale, t'avais que des top 8. Donc ça, c'était quand même très intéressant, je trouve. Et ça créait, je trouve... ça crée un lien entre le public et ces joueurs-là, ça crée quelque chose, c'est-à-dire que tu avais les rendez-vous assez consistants, assez fréquents de ces joueurs, et je trouve que ces joueurs-là étaient aussi des baromètres, tu vois, c'était des gars, très, très difficilement, quand tu étais en dessous de 10 mondiales, tu allais les taper, et ça c'était un révélateur, c'est-à-dire que les mecs en dessous, pour aller les jouer, pour aller se les coltiner, il fallait qu'ils fassent une perf exceptionnelle. Aujourd'hui, je trouve que les mecs entre 10 et 50, s'ils font juste un bon match, ils ont une grande chance d'aller taper les mecs du top 10. Mais ça veut dire quoi ? Parce que, en fait, la déclaration de Dolgopolov, il faut se la rappeler aussi. Dolgopolov, un ancien joueur ukrainien qui a été top 10, je pense. Pas loin. Entre 10 et 15, je dirais, de tête, comme ça. Un jeu assez atypique. Ouais, exceptionnel, en vrai. Mais il nous dit, voilà, il y a Sinner et Alcaraz. C'est le même niveau que Federer, Nadal, Djokovic à l'époque. Il nous parle du top 3 jusqu'au top 15. C'est moins fort qu'à son époque. Il nous dit de 15 à 50, c'est pareil. Par contre, de 50 à 100, c'est plus fort. Et pour moi, c'est pas possible d'entendre ça, en fait. Parce que si de 50 à 100, c'est plus fort, c'est-à-dire que forcément, de 15 à 50, c'est plus fort aussi. Et c'est aussi pour ça que le top 10, en fait, les joueurs entre 15 et 100 peuvent rivaliser. Et c'est pas pour rien qu'un mec comme Vachereau peut se hisser en finale et gagner son Master 1000. Ça ne va pas arriver à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que le niveau global du tennis par rapport à il y a 15-20 ans, il faut se rendre compte, mais en fait, le niveau est beaucoup plus fort dans son ensemble, je parle. Alors évidemment, si on prend pile une année
avec des Wawrinka, des Murray à tout va. Il y a peut-être une année où voilà, c'est une année dorée ou durant une année où tout le monde est très très fort. Mais globalement, le niveau du top 100, si on enlève les deux Lascars qui sont devant, en fait, tout le monde peut battre tout le monde. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on le voit à moitié vide ou à moitié plein? Mais en tout cas, le top 100 est très fort. Le top 10 reste très très fort. Mais il n'y a pas cette domination qu'il y avait à l'époque. Et moi, je trouve que d'ailleurs, c'est une très bonne chose aussi. Parce qu'en fait, tout le monde se tire vers le haut, tout le monde progresse. Et c'est plutôt de cet angle-là que j'ai envie de le voir. Moi, je suis plutôt d'accord avec Chad là-dessus. J'aimais bien cette époque où on savait qu'on allait retrouver des Ferrer, des Murray en quart de finale. Il allait falloir battre ces joueurs pour ensuite retrouver les 4 premiers, Djoko, Murray, Federer, Nadal. C'était un exploit presque d'arriver en quart de finale à l'époque, alors qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de dire n'importe qui, mais presque des joueurs du top 50 peuvent aller chercher un quart avec un tableau favorable, en faisant un gros match à un moment donné, en ayant un déclic, en grand chelem. Quelque chose qui n'aurait jamais pu arriver il y a quelques années. Donc je ne sais pas si c'est positif, négatif, mais en tout cas c'est réel. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça donne peut-être beaucoup plus confiance à certains joueurs qui, à l'époque, étaient peut-être déjà pétrifiés en entrant sur le court face à des joueurs du top 10, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense pas que des joueurs soient terrifiés à l'idée d'affronter Auger Aliassime à l'Open d'Australie quand il sera numéro 5 mondial. Donc, et c'est Auger Aliassime, très bon joueur. Mais voilà, c'est pas la même perception des adversaires aussi, je trouve. Oui, puis en plus, on sait que le sport, et on est très bien placé pour le savoir aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de storytelling. Ce qu'on adore aussi dans la rivalité entre Alcaraz et Sinner, c'est qu'on suit les joueurs, on suit leur trajectoire, on suit ce qu'ils améliorent dans leur jeu et ce qu'ils vont essayer de mettre en place pour se chercher l'un l'autre et se poser des problèmes. Et le problème d'avoir un manque de continuité, c'est qu'il n'y a plus ce storytelling, en fait. Quand on a des matchs qui à chaque fois sont différents, quand on a des têtes à chaque fois différentes, alors c'est bien ponctuellement d'avoir des jeunes qui poussent et qui vont vraiment s'installer. Mais le fait d'avoir trop de changements, pour moi, effectivement, c'est là que ça a des limites. Bon, on a fait ce bilan du top 10, messieurs. On va passer maintenant à votre tournoi préféré de la saison. Val. Bon, est-ce qu'il y a une autre réponse possible pour nous? Guillaume, on est d'accord. Je t'emmène avec moi. On va à Roland-Garros tous les deux. Se serrer la main. Merci, on va à Roland-Garros évidemment. Alors, je vais le laisser développer, parce qu'évidemment, il y a des choses à dire sur Roland-Garros, mais nous, on a la chance d'y être à Roland-Garros, donc forcément, notre perception est un petit peu biaisée. Ouais, et c'est peut-être ce que je vous reproche, parce que le tournoi en lui-même, il y a eu 14 jours de moyens, vraiment moyens, où on n'a pas eu beaucoup de matchs qui nous ont fait lever de notre siège, pour pas dire aucun. Les meilleurs souvenirs qu'on ait, c'est peut-être des matchs en 4-7, ce qui est un petit peu frustrant parce qu'on sait qu'à Roland, normalement, on a assez de temps et assez de matchs pour voir des choses folles, des super tie-break du dernier set, puisque maintenant c'est le format, en tout cas des matchs hyper accrochés, et surtout des matchs entre ténors, des matchs entre joueurs. Allez, je demande pas que ce soit des Djokovic, des Alcaraz ou des Sinner à chaque fois, mais au moins qu'on ait des Tsitsipas, des routes dans l'équation, qu'on ait... Bah oui, mais le problème, c'est que les mecs que je viens de te citer ont très vite déserté le tableau, et pour moi, ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que ces mecs-là, qui sont aussi les entertainers des premiers tours, qui vont faire le show aussi quand on sait qu'ils peuvent être accrochés, mais qui doivent assumer leur statut, des grands terriens, bah, en fait, ils sont complètement passés à la trappe. Et je te parle pas de l'ensemble des têtes de série qui nous ont abandonnés très tôt. Et t'es bien placé pour le savoir, parce que Francisco Cerundolo, en lequel tu croyais beaucoup, nous a fait une belle partition dès le premier tour. Non, pour moi, il y a eu trop de déceptions pour que la finale... Bon, là, la finale... Je vais te laisser. Mais la finale, rien à dire. Mais pour moi, la finale, elle marque 5 points et le tournoi, c'est un 5 sur 10. Mais c'est pas tout, parce qu'avec... Tu sais quoi, Guillaume, je te propose une partie de ping-pong. Vas-y, donne-moi un argument qui fait que Roland-Garros, c'est le meilleur. Alors, premier argument, ne pas oublier que c'est quand même un tournoi historique avec une cérémonie historique également. Je parle bien sûr de Rafael Nadal. Merci. Grand hommage, grand homme, grand joueur, Très tout grand ce que moment. vous voulez, le patron des lieux, Est-ce que tu as vu la ça dans petite la plaque saison? sur le court. Non, franchement, rien que pour ça,
Donc là, l'argument numéro 1, c'est pas du tennis, c'est ça? Attends. C'est une partie de ping-pong, tu permets, on peut discuter un petit Quand peu. on parle de vous Rafael laisse. Nadal, c'est toujours du tennis, Chad. C'est exceptionnel, on a le droit d'un peu d'échanger aussi Allez-y, avant que tu allez-y. nous donnes le tien. Moi, je veux revenir sur le match entre Bublik et Draper. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Val, tu as vu ce match, tu étais dans le stade. Bah ouais, mais en fait, c'était un match exceptionnel où Bublik a pondu une masterclass, un des plus beaux matchs de la saison, où Draper n'a absolument pas trouvé la solution. Sauf en fin de match. Ah, mais en fait, au final, Bublik, sa révolution commence ici, limite, j'ai envie de dire. Tu vois. Complètement. Et ce match-là est un déclic dans sa carrière. C'est un des plus beaux matchs du tournoi. Moi, je trouve ça exceptionnel. J'ai pas 10 000 exemples comme ça dans la saison non plus, tu vois. Donc le match dont tu me parles, c'est 4-7, même pas de tie-break. Très beau spectacle. D'accord. Non, 4-7 aussi, Draper, mon fils, par exemple. Très beau match, Night Session. Voilà. Oh non, Également, c'est pas vrai. également, c'est pas vrai. Un peu d'émotion, non? Il a osé. Oui. Il a osé. Un peu d'émotion, non, Gaël, mon fils, comme ça, qui renverse le châtrier en night. On n'a pas le droit de profiter de ce moment. Non, ça. Si, Toi, c'est- t'es pas sensible à ça, Non, en fait. mais tu vois. il en faut plus pour me dire ça, c'était le match. Ok, je vais aller- C'était le je vais tournoi aller de la plus saison. loin. Je vais aller plus loin. Parce je que j'en ai t'attends. d'autres, évidemment, mais ce match entre Sinner et Djokovic, t'as pas eu un petit. Ah, vraiment pas. Ah non, t'as rien eu? Bah, malheureusement, il n'y a pas eu de match. Attends, c'était quand même. 3-7. Ok, c'est 3-7. Attends, on est en train de non, me mais vendre le un match de niveau. 3-7. Non, Mais le le niveau. niveau. Le niveau, il y avait un joueur au-dessus de l'autre. Ok, Et très merci bien. pour les travaux, Novak Oui, Djokovic. très bonne chose. Mais on était sur presque un enfin, pas un entraînement, mais un match pré-final où on savait qui y serait, quoi. Il y a eu balle de 7 quand même. Voilà, Dans le Non, mais troisième. ok, mais on a eu un très bon niveau. Non, mais attends, on parle du tournoi Non, de mais la ok, saison. mais t'as pas beaucoup mieux à proposer. Donc moi là, je suis en train de sortir Si, peut-être je pense les que rames, j'ai quand mais même en tout mieux cas, à proposer. Je propose. Et puis ensuite, il y a cette finale. Je vais pas prendre tout le podcast pour épiloguer, mais un scénario Je pense pareil, que, ouais. ça existe une fois dans une carrière, une fois dans la décennie. Il y a des images, des points, un scénario, mais c'est Doucement. monstrueux. Non, la c'est finale est monstrueux. exceptionnelle, mais Non mais ok, les il y a deux deux nous ont... premiers sets. Les deux premiers sets sont pas forcément bons en termes de niveau. On a Sinner qui est au-dessus, Alcaraz qui est tendu, etc. Mais ce qui se passe derrière, c'est de l'irrationnel. Et donc avec tout ça, on arrive à un match Et légendaire. toi, il y avait une petite. Oui, pièce en parce plus, qu'on parle du tournoi. Là, on fait le débrief de la saison ATP, c'est vrai, mais il y a quand même aussi Loïs Boisson en demi-finale de Roland on Garros, sort du cadre. une Française. Complètement. On sort, mais c'est vrai que ça fait quand même partie du tournoi. Irrecevable. Et Parce que moi, mon tournoi de l'année, il n'y a Vous pas, jugerez- y a vous pas, jugerez y de a votre pas de tableau côté. féminin, donc comment on peut faire? On peut pas chacun comparer. ses arguments. Du coup, quel est le tien en fait maintenant? Ouais, voilà. Alors moi, j'étais partagé entre l'Australian Open, que j'ai trouvé de bonne facture sans être exceptionnel, mais au moins qui avait l'avantage d'avoir toutes les forces en présence. Je trouvais que on avait quand même Novak Djokovic, Alcaraz en quart, on avait quand même Sinner, Zverev dans les tours les plus avancés du tournoi. On a eu aussi évidemment les belles ambiances, mais ça, Roland Garros, il n'y a rien à dire, on est au rendez-vous. Mais il y a eu aussi de beaux premiers tours. Je pense à, comme on en discutait, Tienne contre Medvedev, qui est quand même un match marquant, limite de la saison. Donc je trouvais qu'il y avait quand même sur la quinzaine un bon ratio de bons matchs tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai quand même un bon souvenir de l'Australian Open, même si, attention, on a eu des Australian Open bien meilleurs que ça. Mais pour mon tournoi de la saison, je vais quand même donner la palme à Monte-Carlo parce que pareil, je trouve qu'il y a eu des premiers tours de qualité. On a eu une victoire de Monfils, une victoire de Gasquet. Donc pour le public français, ça compte. C'était quand même des dernières danses, entre guillemets, très appréciables. On a eu le bon tournoi d'Arthur Fils qui s'incline finalement, je crois que c'est en quart de finale contre Alcaraz. Très bon match. Donc on a eu à la fois les parcours des Français, mais aussi on a eu des beaux matchs indépendamment de ça. Une finale en 3-7, même si il y a eu, on va dire, un premier set accroché et derrière une fusillade. Mais non, globalement, le tournoi était bon. Et quart, demi et finale, on a eu des matchs en 3-7. Et puis surtout, le fait que tout soit compacté en une semaine seulement. Le bon vieux format. Ce format chéri. Ok. Ça, de toute façon, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. C'est vrai que les Masters 1000 sur une semaine, c'est quelque chose. Donc tu Voilà. vois, toi t'emportes Guillaume, moi je vous emporte tous les deux. Ok, non mais alors là c'est l'argument facile, c'est-à-dire qu'en 2028 quand on va refaire ce même épisode, il va me dire mon tournoi préféré c'était le tournoi en Arabie Saoudite parce qu'il est sur une semaine en fait. On en est Peut-être, là. qui sait. Ouais, bon ok d'accord. Non, je pense Allez, que j'irai ça- pas jusque C'est là. un tournoi qui n'est pas obligatoire, c'est un tournoi où il n'y a même pas Yannick Sinner. Très bien, très bon tournoi, très beau cadre, il n'y a pas de souci. Mais voilà.
On va passer au sujet suivant parce que on passe au sujet trop suivant. facile. Trop facile. Et le sujet suivant est peut-être nous fâcher un peu, je sais pas vous, mais on va parler des Français. Le bilan mitigé, forcément. Points positifs un peu, beaucoup de points négatifs peut-être. Val, qu'est-ce que tu as pensé de la saison de nos Français ? La saison des Français, elle est très compliquée. Elle est très compliquée, c'est mon avis. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, en fait, il faut avoir une lecture de plusieurs choses. Effectivement, on est la nation la plus représentée dans le top 100, on a 14 joueurs. Mais en fait, il faut se rendre compte aussi ce que met en place notre fédé, ce que met en place notre pays pour le tennis. C'est des ITF chaque semaine. C'est une grosse dizaine, j'ai pas le chiffre exact, de challengers. C'est des tournois ATP entre un grand chelem, un 1000 et des 250 sur notre territoire. Aujourd'hui, c'est normal qu'on ait un gros vivier parce qu'en fait, tous nos joueurs sont aidés et sont mis en avant, contrairement à plein de pays sur la planète. C'est d'ailleurs le même fonctionnement aujourd'hui en Italie et c'est pour ça que le tennis italien brille autant. Maintenant, on ne peut pas se satisfaire très clairement juste d'avoir des joueurs dans le top 100. Voilà, parce que bon, les ATP 250, c'est une très bonne chose, mais à un moment, ce qu'on veut, c'est du Master 1000, c'est ce qu'on veut, c'est du Grand Chelem. Alors, on va me sortir le contre-exemple, l'arbre qui cache la forêt, Arthur Hinderknecht. Très bien, Arthur Hinderknecht, c'est notre numéro 1 français. Il a 30 ans. Bon, ok. Juste avant son tournoi de Shanghai, pendant plusieurs mois, c'est first sur first, et il a failli arrêter le tennis. Coup du sort, il arrive à faire finale de Master 1000. Très bien, c'est un coup. Et on ne peut pas se baser sur un seul coup. Ensuite, on a Arthur Fils. Arthur Fils, qui doit être prétendant au top 10, qui doit être prétendant à faire des deuxièmes semaines de Grand Chelem. Mais pour l'instant, c'est beaucoup d'incertitudes sur son physique qui interroge forcément. Et derrière, on a quoi ? On a Corentin Moutet. Pas grand-chose à lui reprocher personnellement. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire beaucoup mieux. Et c'est vraiment ma note positive sur le tennis français. Mais Hugo Humbert, je vais en parler plus tard dans la vidéo. Pour moi, c'est très compliqué. Il ne faut pas s'attarder juste sur la densité, mais plutôt aussi sur la qualité intrinsèque des joueurs. Surtout que tu parles de densité, mais il y a quelques années, on a quand même été très chanceux et bien habitués. On avait presque 4 Français aux portes du top 10, dans le top 20. On a déjà eu cette densité sans pour autant gagner de Grand Chelem. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression de s'en éloigner encore plus, quoi. En fait, gagner un Grand Chelem, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on demande forcément. On sait qu'on construit pas comme ça un joueur différent. Tu peux pas construire un Alcaraz ou un Sinner, ça ne s'invente pas. Maintenant, on devrait quand même être en capacité d'avoir plusieurs joueurs dans le top 30, dans le top 20, je dis pas en avoir 5 ou 6, mais voilà, en fait, en avoir 1, 2, comme on avait l'année dernière avec Hugo Humbert, Arthur Fils, on constate qu'en fait, c'est trop incertain sur la durée. Et depuis les Mousquetaires, parce que ça, en fait, c'était exceptionnel, même s'il n'y avait pas eu de très gros titres à l'arrivée, depuis, on se fait chier. C'est mauvais, il faut le dire. Moi, je suis pour le coup un petit peu moins sévère que toi. C'est pas juste pour te contredire à chaque fois, hein. Mais c'est que je trouve qu'il y a quand même des trajectoires qui ont été encourageantes cette saison. Bon, tu l'as cité, Corentin Moutet, c'est le joueur auquel je pense en priorité, mais on a aussi eu Hugo Gaston qui s'est un peu rangé sur la fin de saison, qui a fait un tour en Challenger qui, a priori, peut être un tremplin pour lui la saison prochaine, que je trouve très encourageant. C'est des joueurs qui avaient des problèmes, entre guillemets, de comportement, de stabilité, et qui ont peut-être réussi à trouver quelque chose, donc je trouve ça encourageant pour le futur. T'attends quoi de Hugo Gaston ? Moi, j'attends d'Hugo Gaston. Tu peux pas me citer Hugo Gaston. Non, j'attends d'Hugo Gaston qui fasse partie du paysage tennistique. Mais non. Pourquoi pas ? Mais non. Je te dis pas que ça va devenir un cador qui va nous chercher des grands tournois, c'est pas ça. Je te dis que, comme tu le disais, c'est impossible d'attendre un crack générationnel parce que, comme tu le dis, ça ne se forme pas. Mais la formation française, ce qu'elle permet, c'est d'avoir une diversité dans le top 100 et d'être présent sur toute la durée avec des joueurs qui sont très différents et qui souvent, d'ailleurs, performent sur toutes les surfaces. Hugo Gaston, pour moi, c'est un très bon exemple là-dessus. C'est un gars qui peut normalement être là sur dur, sur terre battue évidemment en priorité, sur gazon avec son jeu, et je trouve ça quand même positif de voir que ce mec qui était caractériel, qui était un peu sanguin, a refait un tour sur Challenger, a gagné énormément de matchs sur Challenger, a même pris des titres, et là commençait à jouer en 250 et commence à retrouver une stabilité. C'est bien, faut le dire aussi. Et alors oui, on a eu des joueurs qui ont suivi une trajectoire inverse, c'est-à-dire Pecci Péricard qui était très haut,
dont on entendait beaucoup de choses la saison dernière. Pour le coup, je pense qu'on ne peut pas être si surpris que ça qu'il ait reculé et qu'il traverse une passe un petit peu délicate, parce que son jeu le veut aussi. À mon avis, ça va être un joueur de coup, d'à-coup, qui va être fait de haut et aussi de bas, parce que ça va faire partie de son jeu à risque. Et puis sur Arthur Fils, bon, moi j'ai envie de jouer la carte de la blessure. Il y a énormément de joueurs dont on va pas parler aujourd'hui, tout simplement parce qu'on sait que ça ne sert à rien de les évoquer. Ils sont juste excusés par leur indisponibilité. Arthur Fils faisait une première partie de saison honnête, à défaut d'être exceptionnel. J'en ai parlé à Monte-Carlo, il fait un bon tournoi. Et malheureusement, à Roland-Garros, ça a lâché. Je le jugerai sur la saison prochaine. En fait, là, t'en es à féliciter des matchs sur le circuit Challenger. Mais c'est exactement ce que je reproche. On ne peut pas se satisfaire de bons résultats sur le circuit secondaire. Hugo Gaston, il a fait le yo-yo toute sa carrière. Et il fera le yo-yo toute sa carrière entre 70 et 130. Mais c'est déjà exceptionnel. Il faut évidemment faire attention. Il ne faut pas... Banaliser. Ouais, il ne faut pas banaliser. Ça, rentrer dans le top 100 et y rester, comme ils le font quasiment tous, c'est monumental. Maintenant, on doit aussi dire que en France, vu les aides, vu le nombre de tournois qu'on a, vu les aides financières, mais en fait, c'est pas assez. Des joueurs, depuis la nuit des temps, on en a dans le top 100, dans le top 200. On en a une tonne. Et on en aura toujours, parce qu'on a tellement de tournois que c'est hyper simple pour nos joueurs français d'enchaîner les tournois. Les joueurs qui sont en Amérique du Sud, on peut citer plein de pays qui, eux, sont en galère financièrement pour pouvoir répéter ces voyages-là. Nous, c'est sur notre territoire. En Italie, c'est pareil. Donc ça, c'est installé. On le sait que chaque semaine, il y aura des Français qui vont performer sur le circuit secondaire. Maintenant, la transition entre Challenger et circuit ATP, on peut parler d'Alexandre Müller, de Benjamin Bonzi. Il y a des bons résultats. Benjamin Bonzi qui fait 2-3 bons résultats, qui gagne contre Medvedev de Grand Chelem. On a Arthur Cazaux qui a un profil que j'aime beaucoup et qui, sincèrement, lui, je pense, peut faire du bien au tennis français si les blessures le laissent tranquille. Mais c'est too light. C'est pas assez. C'est pas assez. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, j'ai l'impression qu'on en revient beaucoup au même point avec Fils, Humbert, Cazaux. Énormément de blessures quand même. Trop. Beaucoup trop. Mais c'est pour ça que je trouve ça très difficile de juger et de tomber, entre guillemets, sur ces joueurs-là. Mais les blessures font aussi partie d'un joueur. Moi, je suis le premier à descendre Alexander Zverev, mais il y a une qualité qu'il faut quand même lui reconnaître. C'est que, ok, il y a sa grosse blessure, mais qui est quand même pas très chanceuse à Roland-Garros. Mais sinon, il a une capacité à enchaîner les tournois sans se blesser. Et ça, c'est exceptionnel aussi, tu vois. Donc, en fait, en France, bah ouais, on se cache derrière les blessures. Mais en fait, pour moi, c'est un raccourci, c'est trop facile. C'est trop facile. Là, c'est vrai qu'on en vient à espérer, pas forcément des résultats, mais juste au moins une saison où on est tranquille au niveau des blessures pour pouvoir vraiment juger sur 8-9 mois consécutifs. Oui, parce qu'Arthur Fils, le tennis, il l'a. Le tennis, il c'est l'a. Ça qui est encore plus rageant, presque. Bien sûr, le tennis, il l'a montré, il a ses qualités, ses défauts, mais il a montré qu'il était capable de faire des très gros matchs, que physiquement, c'était une machine, mais peut-être un peu trop. On en avait parlé aussi pour Carlos Alcaraz. Fut un temps, on se demandait si son physique pouvait pas lui porter défaut. Arthur Fils, forcé de constater que c'est le cas. Mais Arthur Fils, évidemment que s'il a une saison tranquille au niveau des blessures, c'est top 15 tous les jours et top 10 avec un petit peu de régularité dans les résultats. Mais ça, c'est sans aucun doute. Et Hugo Humbert, top 20 ou pas loin, sans aucun problème aussi. Non, Hugo Humbert, je suis désolé, je vais en parler après. Hugo Humbert, son tennis n'a pas évolué d'un centimètre. Son jeu sur terre battue n'a pas évolué d'un centimètre. Donc à un moment, le dur indoor et le gazon, c'est une très bonne chose. Mais quand tu es spécialiste comme il l'est, surtout sur gazon, et que tu peux aller te chercher un 500, quand t'es spécialiste, ça marche comme ça aussi. Sauf que aujourd'hui... cette saison, il a eu des gros pépins. Il n'a pas pu performer comme il le devait sur certaines tournées spécifiquement. Force est de constater qu'il est forcément éloigné et que ça va être plus compliqué avec les tirages qui seront les siens la saison prochaine. Mais le tennis sur ces surfaces-là, franchement, il l'a. Le tennis d'instinct, c'est un des rares mecs qui peut aller chercher justement les top players. On va en reparler après du Humbert. J'ai l'impression que tu veux parler de tes flops, peut-être, Val. Mais tu serais pas un professionnel. Je crois que j'ai anticipé. Mais c'est exceptionnel. On va annoncer les flops de la saison tout de suite. Et je crois que Val est impatient de vous les donner. Non, mais évidemment, moi je suis obligé de mettre Hugo Humbert qui était aux portes du top 10 l'année passée.
Et très sincèrement, en plus, blague à part, moi, les spécialistes de surface, je suis complètement fan. Je suis complètement fan, c'est-à-dire qu'un mec comme Hugo Humbert, j'ai pas envie de le jouer à Wimbledon, j'ai pas envie de le jouer sur du indoor. Ce gars-là, il a un tennis qui est très différent. Et donc, j'ai pas envie de lui tirer dessus gratuitement. Maintenant, il y a eu des mauvais choix, on sait pas trop ce qui se passe de son côté, mais je trouve que l'association avec Chardy, c'est dommage de l'avoir arrêté, on sait pas trop dans quel contexte. Il s'est blessé bêtement dans sa salle de bain, et après, alors ça arrive, hein, évidemment, mais par contre, derrière, faire le choix de jouer avec la blessure, je suis pas certain que ce soit très judicieux. On est sur un joueur quand même qui était aux portes du top 10, et qui finit extrêmement loin, qui a des résultats, je les ai notés, qui sont quand même très compliqués. Il a 27 ans, moi je me dis en fait très clairement, le meilleur de sa carrière, c'est derrière lui. Ensuite, en termes de flop, je suis obligé de mettre Daniil Medvedev, c'est un petit peu le penalty, c'est un petit peu trop facile, mais obligé. C'est pas sa fin de saison et son titre en 250 à Almaty et sa demi-finale à Shanghai dans un tableau décimé qui va me faire oublier sa saison cataclysmique. Et je pense que là-dessus, on sera tous d'accord, on a tous vu sa saison. Mais quand même, j'ai envie, encore une fois, de voir le positif pour Daniil Medvedev. Daniil Medvedev qui a été courageux, qui s'est séparé de Servara. Ça, c'est quand même quelque chose, il faut le noter, il faut le spécifier. Et à partir de ce moment-là, on a vu une évolution dans son jeu. Alors, est-ce que ça va durer dans le temps ? J'en avais parlé sur YouTube dans une vidéo, mais si Daniil Medvedev veut espérer encore des bons résultats dans les très gros tournois, il se doit de faire évoluer son jeu. Et ça, même si ça reste un flop, j'ai envie quand même de dire peut-être qu'il était temps de réagir. Et puis mon dernier flop, je l'ai cherché un petit peu plus loin. J'attends votre avis, très sincèrement, mais je suis parti sur Medjedovic. Alors, Medjedovic, je pense qu'à un moment, déjà, va falloir bosser physiquement. Parce que le Lascar mange bien à la cantine. Très sincèrement, il faut être honnête, il y a un gros problème physique. Lui, les abandons, c'est un gros problème. Non, mais il faut être honnête. Faut être honnête, c'est pas possible. Oui, mais c'est surtout sa fragilité qui lui pose problème. Mais pourquoi ? Oui, ça peut jouer. Bah bien sûr que ça joue. Il y a un moment où c'est pas possible, comme ça, tournoi après tournoi, d'enchaîner les abandons, les bradages, le nombre de matchs qui bradent. Ou à Shanghai, tout simplement, le match contre Rinderknecht, il abandonne, les conditions sont horribles, il y a plein d'abandons, mais ça tombe toujours sur lui. Moi, je l'ai vu, son bradage en règle à Roland-Garros contre Altmaier, c'est catastrophique aussi. C'est un joueur qui a été amené par Novak Djokovic, on nous a promis un beau bébé, et force est de constater qu'il a quand même une qualité de frappe, mais hors du commun. La balle, elle part de sa raquette, c'est un double fusil à pompe, il y a presque personne qui tape aussi fort que lui, mais c'est trop limité. C'est trop limité et aujourd'hui les résultats sont trop insatisfaisants et c'est pas son résultat en challenger, même si Shadi Munar adore les circuits challenger, que ça va être suffisant pour Medjedovic. Je rends aux joueurs ce qui leur appartient. Et aller gagner un tournoi en challenger, c'est loin d'être évident. Mes flops à moi maintenant ? Ouais, enchaîne, Chad, vas-y. Alors mon flop numéro 1, je vais être dans l'ordre décroissant du classement, c'est Alexander Zverev. Trop loin, beaucoup trop loin des deux au-dessus de lui. Évidemment, il n'est pas question qu'il aille les contester semaine après semaine, mais déjà, fut un temps, il arrivait quand même à faire au moins par intermittence des grands matchs contre eux. Évidemment, il a déjà battu Alcaraz à Roland, mais cette année, j'ai trouvé qu'à chaque fois, il était loin, à part à Vienne, mais il y a eu quand même beaucoup d'occurrences où il était très très loin de ce niveau-là, malheureusement. Et puis surtout, il n'a jamais été régulièrement au stade des finales et des demi-finales. Donc ça, à son niveau, à lui, pour moi, c'est quand même le joueur qui devrait avoir cette marge par rapport au reste. À défaut des autres du top 10, à qui on peut trouver des défauts et à qui on peut trouver plein d'excuses. Alexander Zverev, avec ce qu'il propose, l'expérience qu'il a maintenant, son vécu et même son jeu de manière générale, parce que quand même cette année, ce qu'on peut lui trouver, c'est qu'il a limité les doubles fautes. Il a quand même un petit peu moins ce problème récurrent. Moi, j'ai trouvé en tout cas, je me suis rarement pris à me dire, oula, panne totale au service d'Alexander Zverev qui se met tout seul dans la galère. Je trouve que là-dessus, il y a eu quelques résolutions. Par contre, le reste de son jeu, manque de confiance, manque de beaucoup de choses. Tu as parlé techniquement des failles de son coup droit qui, de temps en temps, l'empêche de vraiment avancer et faire les différences qu'il faut dans des moments clés. Rien n'est résolu et un petit peu à l'image de Daniil Medvedev, pas vraiment d'évolution dans son jeu. En fait, avant de te laisser finir sur tes flops, une toute petite parenthèse sur Zverev, parce qu'évidemment, je suis très critique envers Zverev, mais encore une fois, point positif, il est là, et il est revenu après une blessure horrible à Roland. Beaucoup ne seraient jamais revenus d'une blessure pareille. Le gars
est 3e mondial. Alors, le contenu est nul, le contenu est mauvais, mais il est là. C'est un classement au tennis, c'est factuel. Tu gagnes tes points ou tu les gagnes pas. Il a ses points, il est 3e mondial. Je pense que ce qui lui fait défaut, c'est un manque d'évolution, comme tu le dis, dans son jeu. C'est aussi ses propos. On se rappelle, il gagne Bercy l'année dernière. Il a la grande bouche. Il est là, il dit c'est pas assez, je vais m'entraîner. Parce que mon objectif, c'est de gagner un grand chelem. Il se fait découper à l'Open d'Australie derrière par Sinner. Et puis derrière, il disparaît. Donc, je pense que ce discours aussi, en dehors du terrain, ne l'aide pas dans l'image qu'ont les suiveurs du tennis. Tu vois. Oui, pardon. Non, excuse-moi, Chad, je voulais juste rajouter un petit truc sur Zverev, ce que je trouve catastrophique, c'est de ne pas faire évoluer son jeu, que la seule évolution soit qu'il ne fasse plus de double faute. À un moment donné, il a tellement de choses à travailler, je trouve, pour passer ce cap et se rapprocher d'Alcaraz et Sinner, mais non, il se contente d'être derrière sa ligne. Alors c'est sûr, il a un revers incroyable, donc il peut rentrer dedans, mais en coup droit, il n'y a rien qui bouge. Son jeu vers l'avant, j'ai plus les mots. Au filet, je trouve ça catastrophique pour un joueur de ce niveau-là. Voilà, moi, je serais son entraîneur, je lui ferais faire du jeu vers l'avant et au filet pendant cette intersaison, parce qu'il lui manque trop de choses dans ce secteur-là pour pouvoir rivaliser avec ce qui se fait de meilleur et pouvoir remporter un grand chelem. Et j'ai pas l'impression qu'il soit enclin à travailler ce secteur-là du jeu, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle et plusieurs années que ça bouge pas. Complètement d'accord. Je pense que tu as dit ce qu'il fallait dire sur Alexander Zverev. Et lui qui aime quand même plutôt bien l'Open d'Australie où il a de bons résultats, on a quand même hâte de voir comment il va reprendre la saison 2026. Moi, ce que je lui reproche, dernière phrase sur Zverev, c'est en grand chelem, l'écart est trop grand. En 1000, il y a eu 9 Master 1000, 4 remportés par Alcaraz et Sinner. C'est pas normal qu'il en prenne pas un. Voilà, moi, c'est là où je suis très déçu. C'est pas en grand chelem. Et d'ailleurs, j'ai pas la stat de combien de titres il gagne cette année, mais à mon avis, c'est son année la moins productive en termes de titres ATP. Même les tournois à domicile, à Hambourg, à Munich, il a sous-performé. Il a peut-être gagné, ouais. Mais il a fait first contre Alexandre Müller chez lui. Enfin, il y a quand même des grosses déceptions en dehors même des grands titres qu'il a du coup pas réussi à aller chercher. En deuxième flop, je vais te faire une combinaison de 2 joueurs. Rublev-Fritz, pour moi, et je sais que tu trouves que je suis un peu critique sur Taylor Fritz. Pour moi, les deux ont un peu le même syndrome, c'est-à-dire 2 joueurs qui n'ont pas vraiment de modernité dans leur jeu, n'ont absolument aucune vocation à incorporer justement cet aspect, surtout physiquement, je trouve, 2 joueurs qui se déplacent, mais on dirait des joueurs des années 2000, quoi. Complètement en distinction avec les autres athlètes du circuit actuel, et pour moi ça leur fait mais énormément défaut. Alors en plus les deux manquent terriblement de main, et donc là pour moi les deux ont atteint des limites mais totales. Et cette année Fritz il est quand même relativement bien classé, il fait relativement le job on va dire à domicile, il gagne pas mal de points, ça va, c'est un joueur qui quand même tient sa barque. Rublev a complètement explosé, il a perdu contre le premier venu pendant des semaines et des semaines. À mon avis, il avait des problèmes même extra-tennistiques. Mais en tout cas, je trouve que les deux ont partagent ce défaut d'avoir des failles criantes et qui aujourd'hui ne passent plus. T'es dur avec Taylor Fritz, il a quand même battu Carlos Alcaraz à la Laver Cup. Waouh. Non, je rigole. Mais par contre, ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que l'année dernière, moi, je lui promettais une saison horrible en 2025. Et c'est ce que j'avais dit, je suis honnête. Force est de constater qu'après sa finale perdue à l'US Open et sa finale perdue au Masters, il n'a pas coulé. Il est là. Tu vois, et ça, je trouve que c'est quand même un truc important. C'est quoi le grand moment de Taylor Fritz cette saison ? Il n'y a pas de grand moment. Bah, c'est ça le problème. Mais il y a quand même une régularité. Non, mais il y a une régularité. Il est là. Bah, c'est peut-être pas assez. Non, mais c'est clairement pas assez. Tu voudrais qu'il fasse quoi ? Moi, je voudrais plus. Bah, comme tu en l'as grand chelem. Moi, c'est comme Zverev. En 1000, c'est pas normal qu'il en prenne pas un, tu vois. Mais en grand chelem, je n'attends rien de personne. Il faut battre deux monstres. Non, mais en d'accord, grand chelem, mais j'attends rien. Pour aller les battre, déjà, il faut passer les premiers tours. Donc, quand tu fais first contre Altmaier à Roland-Garros, je suis désolé, mais ce match-là, il passe pas. C'est impossible. Taylor Fritz n'a pas vocation à gagner Roland-Garros. Oui, certes, tu l'avais annoncé. Oui, c'est vrai. Un peu de respect sur Altmaier. Un petit peu de respect quand même. On n'en parle pas assez, mais c'était annoncé, Altmaier.
Chapeau. Ah oui. Non, mais il y a des résultats comme ça qui passent pas. Pareil, à domicile, en Masters 1000, un format où quand même il a potentiellement plus de chances d'aller faire des surprises et créer quelque chose. Il perd contre Terence Atman. Alors, très bon match de Terence Atman, mais ça, c'est le genre de match qu'il doit jamais laisser filer. Non, pas normal. Pas normal. Ouais, pour te terminer sur ces flops, moi j'aimerais quand même parler de Grigor Dimitrov, qui avait commencé l'année dans le top 10. Alors c'est pas un flop sur son niveau de jeu particulièrement, c'est plus un flop sur une saison catastrophique. Je vais vous sortir quand même, il y a 5 abandons sur la saison en plein match, et il termine sur un VO au Rolex Paris Masters, alors qu'il était de retour pour son premier tournoi. Je reprends du coup, Brisbane, début de sa saison, il se blesse en demi-finale, abandon. Premier tour de l'Open d'Australie, il abandonne. Ensuite, il prend des roustes, on va le dire, à Indian Wells 6-1, 6-1 contre Alcaraz. Il prendra 2 bulles contre 2 minors à Monte-Carlo. Mais c'est pas fini, puisqu'à Wimbledon, on se rappelle tous de ce match exceptionnel contre Yannick Sinner, une nouvelle fois rattrapé par une blessure, il abandonne, et donc pas d'US Open, et il revient à Paris, et de nouveau il se blesse, il abandonne. Un calvaire pour Dimitrov, et franchement ça me fait mal, un tel joueur, on a envie de le voir jouer toutes les semaines, et bah on est bien loin de ça, et on espère que ça ira mieux l'année prochaine pour un joueur quand même très beau à voir jouer. Ouais, on souffre avec lui presque, parce que effectivement, c'est un des piments qui peut nous assaisonner la saison globalement, qui peut nous proposer des matchs vraiment incroyables. Et puis ce qui est dur en plus, c'est qu'on n'est plus, on est plus tout jeune, quoi. Donc c'est le genre de saison qui, pour lui, doit résonner un peu comme les derniers espoirs d'aller chercher des grands titres. Compliqué. Trop compliqué. Trop dur pour Grigor, et donc on a parlé de nos flops, on va parler de nos tops désormais de la saison. Dire du bien de quelques joueurs, ça peut faire du bien aussi, messieurs. Et avant de donner nos tops, messieurs, on va quand même faire une parenthèse sur les 2 ovnis devant qui sont hors catégorie. Je parle bien sûr d'Alcaraz et Sinner. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que vous en placez un peut-être un peu au-dessus de l'autre. On va parler de leur saison. On en a déjà un peu parlé en début d'émission, mais on va quand même revenir sur ces 2 monstres. Oui, c'est les 2 tops naturels du circuit cette année. Les 2 ont répondu totalement présents à des moments différents. Alcaraz, surtout sur terre battue, où il a fait quand même une tournée exceptionnelle. Il a tout arraché, il faut le dire. Il a pris tout ce qu'il y avait à prendre, à part Barcelone. Mais si je devais quand même donner la palme de MVP de l'année, je la donnerais plutôt à Yannick Sinner pour déjà le fait qu'il a gagné 3 des 5 plus grands tournois de l'année. On va dire que ça compte quand même un petit peu. Et aussi parce que le fait qu'avec 3 mois de moins dans la saison, finalement, il est à 500 points seulement de son acolyte. On peut imaginer qu'avec 3 mois de plus, sincèrement, ils prennent un peu plus que 500 points et que ce soit lui qui finisse numéro 1 mondial. Après, c'est un peu de la supputation, on ne sait jamais. Et effectivement, ces 3 mois ont pu lui servir aussi à avoir un peu de fraîcheur sur la fin de saison. Mais globalement, on va dire qu'au ratio points pris par tournoi, Yannick Sinner est quand même l'homme fort du circuit encore cette année. Ouais, clairement, mais moi j'ai envie de prendre le contre-pied et j'aime bien ce que tu dis parce que c'est l'argument pour Alcaraz, justement, c'est de dire qu'Alcaraz, lui, avec ses 3 mois en plus, il a réussi à rester performant jusqu'à la fin de cette saison, en sortant son meilleur tournoi à l'US Open. Il sort une masterclass de tournoi comme on en a rarement vu. Il a éteint Sinner en finale. Alors après, voilà, effectivement, Yannick Sinner, cette année, il perd une fois contre Bublik, contre Alcaraz et un abandon face à Griekspoor. Alcaraz, il y a un petit accident de parcours face à Goffin, voilà, il y a une petite défaite à droite, à gauche, il y en a très peu. Mais en fait, il ne faut pas oublier cette suspension de Sinner. Moi, je ne parle pas de la suspension en elle-même, mais je parle de ces 3 mois supplémentaires qui permettent à un sportif de très haut niveau, justement, de prendre un avantage considérable sur la concurrence. Et ça, et pourtant, j'adore Yannick Sinner, très sincèrement. Mais sur cette année-là, avec du recul, je me dis, mais en fait, Carlos Alcaraz, lui, a eu une petite préparation et il fait une année pleine XXL durant 11 mois. Yannick Sinner, lui, il joue son Open d'Australie, il va se reposer et il vient pour éteindre tout le monde. Donc en fait, il a eu double préparation.
Et donc, en fait, cette suspension, certes, au niveau des points, on peut penser, naïvement peut-être, mais qu'il aurait fini numéro 1 mondial. Mais en fait, c'est surtout une aide par rapport à son acolyte Carlos Alcaraz. Alcaraz, moi, ce qui pas me dérange, mais ce qui me gêne un peu, c'est des fois un peu ses propos. Et t'en as déjà parlé plein de fois, Val, je sais. Ses propos, par exemple, sur le calendrier chargé, mais ensuite on le retrouve sur toutes les exhibitions. Il va dire qu'il est fatigué. Bon, c'est. Voilà. Tu joues tout, t'as le droit, mais n'en fais pas des caisses. Sinon, moi, ce que j'ai adoré dans leur duel, c'est que voilà, on pense qu'Alcaraz met Sinner KO à Roland avec ce scénario de dingue. Finalement, Sinner à Wim, il revient direct un mois après, il l'attrape en finale. Et finalement, Alcaraz qui reprend l'US Open en faisant un match exceptionnel. Voilà, ce duel, j'ai envie de le vivre déjà l'année prochaine. Ça va être encore exceptionnel, je pense. Non, franchement, deux joueurs exceptionnels. Et si on devait en mettre qu'un, je pense que je mettrais Sinner aussi, parce que voilà, il prend ce Masters en plus. Et que le niveau de jeu, il n'y a rien à dire, quoi. C'est juste trop fort. Plus de fantaisie côté Alcaraz, mais c'est vrai que Sinner, c'est un rouleau compresseur, il te laisse pas respirer. Ça joue vite, défensivement, c'est tout le temps sur la ligne, en glissade, même sur dur. Non, franchement, c'est trop fort. Et bah, moi, terminer sur ces deux-là. Si vous voulez enchaîner avec vos flops, on y va. C'est parti. Nos tops. Les flops, c'est déjà fait. J'avais encore envie de. T'as envie de casser aujourd'hui. T'as envie d'y aller. On va en rester là. Et on va partir sur les tops. Allez. Sur les tops, je vais commencer avec forcément Joao Fonseca. On lit beaucoup de choses. Ça reste un gamin. Je trouve que ça. Avant de parler de son tennis, on va parler de sa gestion, de sa saison, de son attente, de ce qui s'est passé autour de lui. Il termine l'année, il va être tête de série à l'Open d'Australie. Déjà, on ne peut pas attendre plus. Il gagne 2 titres, 250, 500. Il y en a qui, dans une carrière entière, ne vont pas gagner un titre. Lui, il en gagne 2 déjà. Il fait une tournée sud-américaine où il va gagner un titre en Argentine. Il va battre que des Argentins. Il est à l'extérieur. On connaît la rivalité. Mais c'est monstrueux. Dans la tête, c'est monstrueux. Ce qu'il propose sur le terrain, c'est monstrueux. Il y a quelques petites lacunes, effectivement, mais ça reste un très jeune joueur. Mais aujourd'hui, on a un joueur qui est différent, qui est clivant et qui, je trouve, arrive à supporter la pression, même s'il y a eu un petit creux. Mais en Grand Chelem, il a commencé par battre Roublev et puis derrière, il fait quand même des bons résultats. Il perd pas contre des joueurs scandaleux, il fait pas des sous-matchs. Il a un mauvais match, c'est contre Schulkate. Je ne sais plus si c'est à Cincinnati, enfin c'est dans un Master 1000 en fin de saison. Mais sinon, il fait une saison vraiment de grande qualité. Je suis obligé de le mettre dans les tops. Oui, Joao Fonseca dans les tops, mais ce qui va être dur pour lui, et comme tu le soulignais, c'est d'être au niveau des attentes, parce que la saison prochaine, comme tu le dis, il est pas loin des 30, ou il est 30, il va falloir qu'il aille encore plus haut. Et on va l'attendre au moins top 20, et on va attendre qu'il fasse vraiment des grandes percées dans les grands tournois, parce qu'il a les qualités tout simplement, et parce qu'il génère aussi un enthousiasme dingue. Où qu'il aille, il est avec ses milliers de supporters brésiliens. On l'a vu à Roland-Garros, il crée un engouement absolument démentiel. Franchement, c'est un joueur qui va faire un bien fou à tous les tableaux. Et effectivement, il a énormément de pression parce qu'on attend ce troisième larron potentiellement. Rouneux et lui ont pas mal subi ce syndrome-là du troisième joueur. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a les épaules pour répondre à ce genre d'attente. Ouais, et puis l'entourage, je le disais, dans sa gestion de la saison, il vient pas à Monte-Carlo, il me semble, il fait l'impasse. Et derrière, il vient pas à Shanghai. Donc il y a quand même aussi cette gestion de se dire, on va pas se brûler les ailes. On fait une belle saison, on va pas aller faire la raclure pour prendre des points à tout va. Non, on est cadré, on sait ce qu'on doit faire. Derrière, absent à Shanghai, 30 balles. C'est pas un hasard en fait. Et ça, je trouve que pour devenir un grand joueur, il faut être capable aussi de faire parfois des petits sacrifices ou des changements techniques, comme l'a fait Alcaraz avec son service, comme le fait Sinner en ce moment. C'est des petits risques, mais qui en fait au final sont tellement payants, je pense que c'est important de le noter. Dans mon deuxième top, je suis obligé, même si c'est pas parfait, je suis obligé de mettre Bublik. Je suis obligé de mettre Bublik parce qu'il y a des images, c'est clivant, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est encore un autre sujet, mais je le disais tout à l'heure, moi j'ai vu trop de matchs de Bublik qui m'ont fait kiffer.
Et rien que pour ça, en début de saison, si on m'avait dit qu'il allait finir aux portes du top 10, il finit 11e mondial, j'aurais jamais cru. Parce que je l'ai tellement critiqué dans sa carrière, il me fatigue en dehors du terrain avec ses déclarations, j'aime le tennis, j'aime pas le tennis, puis quand je gagne tout va bien, puis la terre battue, j'aimerais jamais la terre battue, puis finalement il devient un spécialiste de cette surface. C'est du grand n'importe quoi, mais en fait, on branche la télé, on regarde, et en fait on kiffe son tennis. Et rien que pour ça, c'est un top. Oui, je te rejoins. Et puis là, il a vraiment l'air d'avoir trouvé une stabilité sur plus que juste un tournoi, comme il l'avait montré par le passé. Là, il a quand même fait une demi-saison pleine qui donne pas mal d'espoir pour la suite, parce que c'est pareil, c'est un épouvantail. Quand on le voit dans les tirages, on n'a pas du tout envie de voir son nom, je pense, du côté du top 10 ou du côté des joueurs très dangereux. C'est un gars qui, s'il est sur un jour peut faire des dégâts vraiment monstrueux. Et comme tu l'avais dit, Sinner en a fait les frais sur le gazon. C'est un gars qui, effectivement, avec son service, ses premiers coups après le service et sa diversité, ce qu'il a dans la raquette, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. C'est le seul joueur qui bat Sinner à la régulière cette année. En dehors d'Alcaraz. En dehors d'Alcaraz, donc rien que pour ça, déjà, t'es en top. Et puis, petite parenthèse, mon dernier top, mais on est obligé de le mentionner, c'est Novak Djokovic. Voilà, moi, je suis obligé de mettre Novak Djokovic. Novak Djokovic, c'est des images marquantes. 100e titre en carrière. 101e titre en carrière, une finale de fou à Athènes récemment face à Musetti, où le gars n'a plus rien à prouver, on est en finale de 250, puis il te pond un match, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Comment tu es en train de faire ça à cet âge-là, face à un petit jeune qui doit aller au Masters? C'est exceptionnel. En Grand Chelem, il perd toujours contre les mêmes. À l'Open d'Australie, il bat quand même Carlos Alcaraz. Enfin, ça, on l'a oublié, c'est en début de saison. Il bat Carlos Alcaraz en Grand Chelem, Novak Djokovic. Derrière, il doit abandonner malheureusement face à Zverev. À Roland-Garros, le match n'a pas forcément plu à Shadi, mais c'est un grand match face à Yannick Sinner. Mais évidemment que c'est quand même des très belles images et on peut pas l'oublier dans les tops. Pour moi, c'est impensable. Mais tu vois, paradoxalement, il est 4e mondial, donc il a fait +3 sur la saison dernière. Mais je trouve que c'est quand même l'année où son déclin est le plus visible. Selon moi, en tout cas, il y a quand même beaucoup de matchs où je l'ai trouvé, que ce soit rapidement en bout de course, un petit peu plus lent, un petit peu moins vif. J'ai trouvé que c'était quand même de plus en plus compliqué. Alors en fin de saison, il y a eu ce titre, effectivement, à Athènes, mais presque contre, entre guillemets, le cours de la saison. C'est-à-dire qu'à Shanghai, contre Vachereau, et même ces tours d'avant, tu sens quand même que ça cravache pour aller chercher des victoires qui avant étaient coulées de source complètement. Donc oui, il y a des images et Novak Djokovic, de toute façon, jusqu'au jour où il décidera de raccrocher les raquettes, ce sera un élément central du paysage tennistique, c'est évident. Mais le niveau de jeu en lui-même, j'ai plus de mal. Et gros bémol de sa saison quand même, cette finale à Miami contre Jakub Mensik, je comprends toujours pas comment il a pu perdre. Alors certes, Jakub Mensik servait extrêmement bien et était très difficile à jouer, mais pour un joueur comme lui, c'était l'occasion toute trouvée d'embellir vraiment cette saison en prenant un grand titre, et il l'a pas fait. Je suis complètement d'accord avec toi sur cette finale où Jakub Mensik a fait son match de l'année. C'était Reilly Opelka au service et David Nalbandian dans le jeu, c'était n'importe quoi. Mais en fait, effectivement, c'est l'année du petit déclin de Novak Djokovic, mais petit déclin, 4e mondial, il joue 5 Master 1000 dans la saison, il fait demi-finale à tous les grands chelems. Alors oui, c'est pas Novak Djokovic 2011, 2015. Ok, on le sait. Mais malgré ça... T'as pas le sentiment que le gap... Alors oui, il y a effectivement eu l'Open d'Australie contre Alcaraz, mais j'ai quand même le sentiment que le gap avec les deux premiers s'est un petit peu creusé encore cette année. Mais en fait, il y a un monde, c'est fini. Ah mais c'était quand même pas exactement ce qu'on disait l'année d'avant. En 2024, il prend les JO, par exemple. Non, bien sûr, mais format 2-7 gagnants, et puis maintenant on est en 3-7 gagnants dans les grands chelems, on sait que c'est quasiment impossible d'aller battre les deux. Lui, il doit battre les deux, forcément, comme tout le monde d'ailleurs, hein, mais je veux dire, ouais, mais en fait, j'ai baissé un petit peu mon niveau d'attente, mais je profite de la légende qu'est Novak Djokovic. Et on aurait pu avoir une saison catastrophique. Hein. Il y a des matchs en début de saison, tu te dis, mais c'est une parodie, mais sa casquette de côté à Miami, tu te dis, mais il est venu faire de la figuration. Non. On perd contre 22 jeunes. C'était une dédicace à Joe Wilson, son gars. Ah. Mais du coup, tu vois, on en est à un point où, en fait, on profite différemment de Novak Djokovic. C'est des images qu'on n'avait pas plus tôt dans sa carrière, et j'ai envie de le voir sous cet angle. Je suis plutôt d'accord. Je pense que avant, on se disait toujours, ouais, c'est Novak Djokovic, donc même face à Sinner, Alcaraz, il a une chance. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment l'exploit de l'année s'il arrive à s'en sortir face à un de ces deux joueurs.
Mais comme on l'a fait auparavant avec Rafa ou Roger Federer, il faut profiter des légendes de ce sport. Et bah, il reste peut-être 1, 2 saisons, on ne sait pas. Lui, il dit qu'il veut continuer et qu'il est encore compétitif. Jusqu'à LA. Il est. Donc bah, rien à dire à part profitons et on espère qu'il n'y ait pas de pépins de santé. Mais avec lui, on est plutôt tranquille. En parlant de pépins de santé, mon top, c'est Alejandro Davidovich Fokina, qui a quand même pas mal souffert de blessures, qui avait du mal à se trouver pleinement les saisons précédentes. Là, il a quand même fait une saison de bonne facture. Alors oui, il n'a pas fait un résultat comme il l'avait fait à Monte-Carlo en faisant une finale cette année. Il a fait quand même quelques finales, des finales très frustrantes. Il y en a eu un certain nombre. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de se forger vraiment ce caractère qu'on lui connaît. Mais là, c'est en train de devenir un joueur très bagarreur. Physiquement, bon voilà, c'est un mec qui est de toute façon en place depuis un certain temps. On sait que c'est un athlète de très très haut niveau. Il fait partie des mecs les plus référencés à ce niveau-là. Mais même dans son tennis, je trouve que c'est quand même moins... Il y a moins ce fil rouge manquant qu'avant. Je trouve qu'il est plus conscient de la diversité qu'il a. Il est très fort dans sa filière de contre et de défense où il est tout simplement monstrueux. Et cette saison, quand même, s'il finit dans le top 15, je trouve que c'est pas anecdotique. Il est en train pour moi de s'installer et ça peut être un mec qui est toujours là entre 15 et 10 parce qu'il a vraiment ce niveau, je trouve même ce niveau moyen progressivement qu'il est en train de développer. Ouais, clairement, et puis il faut pas s'arrêter à ces défaites cruelles en finale. Déjà, il faut y aller en finale. Il faut y aller, il faut être capable de rebondir après ses échecs. Le garçon, c'est 4 finales dans la même année, depuis son début de carrière, c'était seulement 3 finales, il me semble. Donc il y a un vrai step de passé. Évidemment que Davidovich Fokina, il est dans les tops de la saison, même si on est juste déçu pour lui. On est déçu pour lui, mais au-delà de ça, lui pareil, quand on se branche devant la télé, on sait pourquoi on a payé la chaîne. Parce qu'on regarde Davidovich Fokina qui nous fait kiffer, il a un tennis différent, il sait tout faire sur un terrain de tennis. Physiquement, c'est un buffle, non, c'est un top. Et puis, lui, ça peut être un joueur de coup. Lui, sur un match, il peut battre des joueurs bien mieux classés que lui. Alors, Sinner et Alcaraz, c'est encore autre chose. Mais sur un match, je pense qu'il peut faire des étincelles, tu vois. Tout à fait. Et puis il y a deux choses aussi que je relève chez lui et qui vont me permettre de basculer sur l'autre joueur que j'ai mis dans mes tops. C'est à la fois sa capacité à gagner facilement des matchs qu'avant il galérait à gagner, où il perdait beaucoup d'énergie, où il allait faire des tie-breaks du dernier set, où il allait jouer, on va dire, sur un lancer de pièces certains matchs. Là, je trouve qu'il arrive justement à verrouiller certains matchs et à se donner justement cette chance de garder un peu d'énergie pour la suite des tournois. Donc je trouve que c'est très positif. Et puis surtout, il a réussi à encore développer son jeu. À la base, c'était quand même un joueur qui était très très fort sur terre battue. Maintenant, c'est quand même un gars qui tout au long de la saison est là. Même sur gazon, il fait des résultats et il a quand même un jeu qui est capable de plutôt s'adapter à toutes les surfaces. Donc c'est aussi cet aspect de son tennis que je trouve encourageant, c'est qu'il est en train de vraiment progressivement prendre de la maturité. Et je trouve que ça rejoint un petit peu mon bilan de la saison de Musetti. On en a discuté et était plutôt d'accord avec ça. Globalement, c'est quand même un mec qui maintenant est capable de faire mal même sur les surfaces un peu plus rapides. Au Masters, il a réussi à aller chercher un peu de nulle part cette win contre De Minaur qui lui a fait beaucoup de bien. Mais juste avant, il y avait cette finale contre Djokovic où quand même il est au rendez-vous, il est au niveau. Et tout au long de la saison, il a quand même des résultats sur dur. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une saison avec plein d'enseignements positifs pour Musetti aussi. Et puis voilà, c'est quand même très cool d'avoir dans le top 10 un revers à une main parce que ça a récemment manqué depuis la disparition de Stefanos Tsitsipas. C'est quand même un des derniers mecs avec Dimitrov qui est capable de jouer au plus haut niveau avec ce coup. Donc très positif pour l'ensemble du circuit. Ouais, très clairement. Puis avant de te laisser la main, Guillaume, une petite parenthèse sur Stefanos ou non? Non, je pense qu'on va. Tu peux, passer. Hein. Non, j'ai pas la force. Pas la force. Non, j'ai pas la force. Non, c'est vrai que Tsitsipas, c'est. T'as pas la force non plus. Non, j'ai pas la force. En fait, on se demande plutôt s'il va se remettre avec Badoza plutôt que s'il va bosser son revers à une main. Mais moi, j'adorais voir ce gars jouer. J'ai pas envie d'en parler. Ça me peine beaucoup. Vraiment. On se demande s'il pourra un jour rejouer au niveau qu'il a eu. On a eu un moment dans la saison, quand il change de raquette, là, on s'est dit, ouais, ça part un peu mieux en revers, machin.
Mais en fait, très vite, c'est retombé dans l'oubli. Parce que lui, dans les flops, on l'a pas mis, mais ça coule de source, quoi. Tout le monde, là, il n'y a pas de discussion. La possible. politique ici, c'est qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Ah, ok, bon. Tu veux revenir sur les flops Non, c'est bon, on peut avancer, c'est parti. On va avancer du coup et on va passer à la révélation de l'année. Pour toi, Val, c'est qui ? Je pense que c'était la catégorie la plus simple à remplir. Déjà, il a un très beau prénom, mais surtout un très beau titre maintenant à son actif, hein, Valentin Vachereau. Il n'y a absolument aucune once d'hésitation. C'était vraiment un autre penalty parmi tant d'autres. Attention, parce que ce penalty, je vais l'arrêter. Tu veux l'arrêter ? Oh oui, je vais l'arrêter. Tu sais quoi ? Vas-y, dis-moi. Le principe d'une révélation, c'est qu'elle est là pour être dans la durée. C'est-à-dire que tu ne peux pas te révéler et repartir aussitôt. Et avec Valentin Vachereau, j'ai quand même certains doutes, certaines préoccupations presque. Alors qu'avec mon joueur, j'en ai aucune. Ah ouais, donc toi, tu tires sur un joueur pour valoriser le tien, en fait. Non, ce que je te dis, c'est que ma proposition, je pense, va faire consensus. Alors que la tienne, c'est un peu plus délicat. La quand fin même. de saison de Vachereau Elle a est très quand belle. même montré certaines choses. C'est pas juste un exploit derrière. Le gars a été hyper solide parce qu'il savait qu'il était attendu. On lui donne en plus la wildcard. J'étais moi le premier à dire voilà, peut-être un peu forcé cette wildcard quand même. Il vient à Bâle, il fait un match de fou contre Fritz. Complètement. Derrière, il enchaîne à Bercy, il retape son cousin et puis il fait un énorme tournoi. C'est marrant que tu dises à Bercy. Oui. Oh, arrête. Mais Non, on l'a tous fait, cette erreur. C'est horrible. Mais tu vois, en fait, on en arrive. Effectivement, je suis d'accord avec toi, on va voir l'année prochaine. Mais sur ce qu'il a montré sur cette courte période, c'est pas juste un one-shot. C'est quand même une révélation sur trois tournois assez exceptionnelle. Oh, mais toi, t'es le genre à nous citer Karatsev en révélation il y a quelques saisons, quoi. Excuse-moi d'être romantique. Voilà. Non, c'est ton droit. Et c'est vrai que pour lui, la fin de saison arrive presque trop tôt. Il aurait dû, vu la dynamique, il aurait voulu probablement enquiller les points parce que c'est vrai qu'il jouait extrêmement bien sur cette fin de saison. Mais là où j'ai juste quelques réserves, c'est de savoir est-ce que c'était une forme où vraiment il sentait terriblement la balle et on voyait qu'en plus il défendait l'acier, au service ça descendait très bien, il y avait tout son jeu qui était en phase. La question c'est est-ce que c'était sur cette période ou est-ce qu'il va nous prouver la saison prochaine que non, c'est vraiment un joueur sur lequel il faudra compter. Voilà, c'est juste les quelques doutes qu'on peut avoir. Je considère que sur Lerner-Tien, on va avoir un petit peu moins de doutes. On est plus sur un joueur qui est amené à monter progressivement. C'est un mec qui a tellement de qualité, en plus qui est gênant de base parce que son jeu de gaucher fait vraiment des merveilles. Et puis il le joue avec une... C'est presque scientifique ce qu'il propose sur le court, quoi. C'est un mathématicien du tennis, un géomètre du tennis. Vraiment, ses choix, en fait, sont toujours bons, sont toujours adaptés, intelligents. C'est un gars qui est réfléchi, c'est un joueur d'échecs. D'ailleurs, Daniil Medvedev avait dit que c'était un joueur vraiment au-dessus de la moyenne d'un point de vue du QI tennis, parce qu'ils se sont joués quelques fois cette année. Ça a toujours donné des super matchs. Ils se sont joués 3 fois, je crois. Et à l'Open d'Australie, d'ailleurs, leur match a été une véritable masterclass. On en a parlé. Donc, en plus de ça, il a pris un titre exceptionnel aussi, avec une dramaturgie folle. À son âge, réussir à se sortir de cette finale contre Norrie, franchement, chapeau. Franchement, en termes de qualité tennistique, mentale et de maturité, on est déjà sur un gars qui m'impressionne grandement. En fait, c'est facile parce que tu viens sur un joueur que j'aime énormément. Donc forcément, je ne peux pas te contredire sur Lerner-Tien. Vous n'êtes pas obligé d'être en désaccord. Hein. C'est vrai, on n'est pas obligé. Pour cette fois, je vais être d'accord avec Shadi. Alors. Mais non, mais Lerner-Tien, c'est exceptionnel. En fait, sincèrement, on a toujours envie de copier des joueurs qui ont des très gros coups droits. Fonseca, Sinner, Alcaraz. Moi, mon tennis, très sincèrement, c'est cette façon d'aborder le jeu comme Lerner-Tien. C'est effectivement un joueur d'échecs qui se déplace beaucoup mieux que tout le monde, qui utilise ses faiblesses pour en faire des forces. À partir de ce moment-là, on est sur un joueur unique qui va sûrement avoir quelques limites, forcément, mais en fait, peut-être qu'elles vont être compensées par d'autres armes. Jusqu'où il peut s'arrêter, on verra bien. En fait, aujourd'hui, je ne saurais pas dire qui a le meilleur potentiel entre Fonseca et Lerner-Tien, parce que tout le monde part sur Fonseca, comme si c'était évident. Moi, sincèrement, quand je vois Lerner-Tien jouer, en fait, personne ne joue comme ça sur le circuit. Il y a de moins en moins de gauchers aussi. Je pense que, sincèrement, la saison 2026, et lui, il est dans l'ombre. Hein. Personne n'en parle.
Tout le monde s'en fout, il n'a pas d'abonnés sur Instagram, il vient, il joue au tennis, il repart, c'est clinique. Franchement, très bien encadré, Michael Chang. Très très bon travail. On sent que ça travaille bien. Ça quoi. bosse. Attention quand même à son début de saison, pas mal de points à défendre. Ouais, Contrairement peut-être à, tu le disais, Valentin Vachereau, qui lui sera plutôt sur la fin de saison. Et justement, il a tout à gagner sur ce début de saison. Mais il va falloir être solide d'entrée quand même. Mais il a l'avantage de tout de suite jouer sur sa surface quand même préférentielle et d'avoir une série de 2 tournois à domicile où il y a beaucoup de points à prendre, même à Acapulco. Donc il a une tournée nord-américaine où franchement je pense qu'il pourra faire le plein. Non mais il y a 2 choses. Déjà, on a oublié de le dire, il a battu énormément de top 10. Déjà, ça, c'est pas rien. Et puis, en fait, il a une évolution énorme à faire sur terre battue, qui fait que pour l'instant, il gagne pas un match sur terre, mais à un moment, il n'y a aucune raison sur terre. Alors, son revers est à plat, etc. Mais moi, je pense qu'en fait, il a le jeu aussi pour bien jouer sur toutes les surfaces. Et aujourd'hui, sa marge, elle est énorme. Donc, les points, ça va s'équilibrer, en fait. Après les révélations de l'année, je propose qu'on passe aux meilleures progressions, selon vous. Qui a la meilleure progression ? Qui a la meilleure progression ? Alors, moi, j'en ai noté 3, mais c'est un petit peu différent. J'ai mis Bublik. Je vais pas revenir sur Bublik, mais parce que, comme je le disais, je l'attendais pas à ce niveau-là. Donc, je le mets dedans et je vais pas argumenter plus que ça. Je mets forcément Valentin Royer. Forcément. Parce qu'en fait, ce gars-là a commencé la saison en 25 000 $. Il finit au Master 1000 de la Défense Arena. Je fais pas l'erreur 2 fois quand même. Tu vois, on sait jamais si un petit partenariat et tout, on sait jamais. Mais à partir de ce moment, il gagne 25 000 de suite à Kigali. Puis en fait, au final, on se rend compte qu'il a le niveau pour jouer sur le circuit ATP et il enchaîne les bons matchs, les matchs très solides. Et puis il le dit lui-même, il sait qu'il a le niveau, il suffisait d'y être. En fait, on est sur une évolution mais monstrueuse. Monstrueuse. 25 000 à Kigali, tu finis en Master 1000 à Paris chez toi, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis ma dernière, j'ai envie de le mettre parce que je trouve que c'est un joueur qui est quand même trop critiqué gratuitement, c'est Raume Mounard. Aujourd'hui, il est au meilleur classement de sa carrière. Il est aux portes d'être tête de série. Il est 36e mondial, Raume Mounard. Je pense que c'est trop banalisé. Avant, il faisait ses points. Lui, pareil, c'était un joueur un peu comme Hugo Gaston qui restait entre 80 et 120. Il allait gratter des points en challenger, dans la pénombre en Italie. Je me souviens de ces matchs, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, Raume Mounard, il fait ses résultats. Je te dis pas que c'est une légende de ce sport, mais il est top 40 et il a été trop moqué pour ça. Et j'avais envie de lui mettre un petit pouce positif quand même, tu vois. Ouais, parce qu'il a vraiment développé un tennis beaucoup plus agressif. Il est capable de défendre vraiment de manière incroyable. Il a des capacités de mobilité, des placements de dingue. Il va chercher des trucs complètement fous. Mais maintenant, il est capable de servir. Et je sais pas si tu as vu cette volée incroyable qu'il a tenue là, en Coupe Davis dans le clutch contre Koboli, qui en dit beaucoup sur son jeu. C'est-à-dire que maintenant, il est capable d'aller vers l'avant et de faire des choses vraiment, de créer du jeu, quoi. Donc, c'est une nouvelle facette de son jeu qui lui permet aussi de briller sur d'autres surfaces que la terre. C'est quand même un mec qui, maintenant, a quelques bons matchs. Il avait joué Novak Djokovic sur dur. Ça avait été très, très serré à Shanghai. Donc, voilà, c'est un joueur qu'on va retrouver toute l'année. Si on compare sa saison, on pourrait presque dire qu'il a été meilleur sur dur que sur terre, très sincèrement. Et puis, en plus de ça, je trouve que c'est un joueur qui est hyper agréable à voir jouer. Alors, oui, c'est pas forcément le plus sympa, le plus fun, mais son tennis, je trouve plutôt propre des deux côtés. C'est un bon service pour son gabarit. Il peut créer du jeu. Moi, je l'ai vu à Roland face à Hugo Carabelli. C'était un match hyper sympa. Le gars finit top 40. Voilà, moqué, non. Moi, je le mets, j'en parle aujourd'hui. Moi, j'ai un client aussi en termes de beauté et de pureté dans les frappes, Flavio Koboli. Une progression évidente en termes statistiques, classement, points, tout ce qu'on veut. C'est un joueur qui a toutes les qualités pour faire encore mieux, qui pourrait encore développer, je pense, sa sélection de ses choix de frappe. Mais parce qu'il a tellement de qualités qu'il doit parfois, je pense, sur-réfléchir et tenter des choses que beaucoup d'autres ne tenteraient pas. Mais c'est un bonheur aussi à avoir joué. C'est tellement beau, coup droit, ce revers à deux mains magnifique aussi. Il peut trouver des angles, il peut jouer dans le petit jeu. La fibre italienne, c'est quand même... Non, mais c'est un joueur qui est plaisant parce que comme il fait beaucoup de choses, on a des matchs avec de la dramaturgie.
La Coupe Davis nous l'a montré, où il a réussi à en plus briller d'un point de vue vraiment de match où mentalement il allait nous chercher des prouesses, quoi. Sauver X balles de match contre Zizou Bergs. Ce match où aussi il faut assumer en deuxième rotation, ramener le deuxième point. Franchement, c'est une saison qui peut le lancer vers des sphères beaucoup plus hautes, encore plus hautes en tout cas, et sa progression elle est immense, je trouve, sur cette deuxième moitié de saison, c'est fort. Je suis complètement d'accord avec Chad, comme quoi ça arrive. Incroyable. Nous aussi, notre deuxième moitié d'émission. C'est bien, c'est agréable, c'est cool aussi. On va essayer de terminer rapidement pour pas que vous soyez de nouveau en désaccord. Et on va passer sur la fin, du coup, un petit coup de cœur. Quelqu'un dont on n'a pas parlé. Ah mince. Un gros coup de cœur. Ah. Un très gros coup de cœur. Je parle évidemment du joueur qui déroule le plus sur un terrain de tennis cette année. Beau gosse, il sait tout faire, une main exceptionnelle, Commezzana. Je suis désolé, on est sur un joueur, mais c'est merveilleux. Lui aussi qui aurait pu être dans la révélation, parce que sincèrement, il avait fait un très gros résultat l'année dernière à Wimbledon, mais bon, c'était une saison moyenne. Mais là, cette année, moi, c'est un coup de cœur. C'est un jeu différent, il y a beaucoup de variations. Franchement, je kiffe ce joueur, les gars, vraiment. Hein. Ouais, puis le tennis argentin nous propose quand même beaucoup de joueurs de qualité et eux aussi sont très présents dans le top, même dans le top 50, on peut dire. Donc c'est un joueur de plus pour une nation qui est quand même très très pourvoyeuse de très beaux joueurs. Francisco Cerundolo aussi, c'est pas mal non plus côté coup droit. On a hâte de les voir se défoncer sur la tournée sud-américaine déjà, entre eux. Ouais, il y aura Navone aussi, qu'on aime bien, côté revers. Sacré joueur quand même. Clairement. Et moi, mon coup de cœur, on va finir sur un désaccord. Val. Non, je suis désolé. Mon coup de cœur, et parce que j'ai envie de ne pas oublier le début de saison, puisqu'on fait quand même un bilan de la saison, il faut rendre à la saison ce qui lui appartient. Il y a eu des premiers mois aussi, et sur les premiers mois, le mec qui m'a fait une impression visuelle particulièrement forte, c'était Thomas Mačák. Je trouve que c'est un gars qui, en termes de qualité, en termes de potentiel, peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Pour moi, c'est un mec qui peut aller vraiment régulièrement battre des top joueurs. Ses qualités physiques, elles sont démentes. Vraiment, c'est un joueur qui a des appuis, mais d'animal. Et puis même, je trouve que tennistiquement, techniquement, c'est très propre des deux côtés. Il peut frapper très, très fort. Franchement, avec son coup droit sauté, là, en plus, il est divertissant. Non, franchement, il a une super main. C'est un gars qui, pour moi, nous a montré sur les 3 premiers mois de l'année, voilà, où il a atteint son meilleur classement. Il a été top 20, qui a montré que il faudrait compter sur lui s'il réussissait un tout petit peu à se ranger. Je compte sur lui pour se ranger l'année prochaine et te montrer qu'il faut faire attention à Thomas Mačák. Déjà, j'attends de lui qu'il mette la bonne taille de short. Déjà, il y a un moment où il va falloir juste... voilà, les sponsors, il faut faire un petit effort. C'est pas possible. Est-ce que tu as un coup de cœur, toi, Guillaume ? Mon coup de cœur, c'est Valtai Break. C'est la chaîne. Exceptionnel. Il veut finir en beauté. On arrive au bout déjà. C'est passé vite. Un bonheur d'avoir partagé ce moment avec vous, d'être revenu sur cette saison 2025. Toujours un plaisir de parler de ces moments-là avec vous, les gars. Chad, toujours un plaisir aussi. Et je vous avais dit en début de vidéo qu'il y aurait une petite annonce, petite surprise. Je vais te laisser la main, Val, pour terminer en beauté sur ce bilan 2025. Ouais. Fais-nous rêver. Déjà, les gars, merci beaucoup pour votre temps. C'est incroyable. C'était une émission, j'espère, qui va plaire. En tout cas, moi, j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Comme d'habitude, on s'était déjà prêté au jeu. Et il y a plusieurs choses qui vont arriver. Forcément, on va se retrouver durant le mois de décembre. On va voir, on n'a pas encore décidé de la date, mais pour faire la preview avec la même équipe de la saison 2026, parce qu'il y a énormément de choses à se raconter. Mais pour patienter jusqu'à cette fameuse preview de la saison 2026, je vous ai préparé plusieurs vidéos tuto sur le tennis. Donc, on range les micros et on se retrouvera sur le terrain dans quelques jours pour parler technique, pour parler tactique. Voilà. Merci à tous pour la force durant cette année exceptionnelle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur like si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très vite. Only two